potentiel du paysage des toits de Chicago, Montréal, Paris, comme je l'avais déjà dit. Montréal possède près de 80 km² de toits. Ce sont, comme dans toute ville nord-américaine, en majorité des toits plats. Toute densité urbaine confondue, ces toits représentent de vastes surfaces dormantes. Pour comparer, à Montréal, ce territoire de gravier couvre l'équivalent de 80% de la superficie du sol parisien, toutes rues, squares, parcs et toits confondus. Le toit plat orné de couronnements domine et participe à l'imaginaire identitaire propre à Montréal. Il est apparu au moment de la principale expansion démographique de la ville vers la dernière décennie du 19e siècle et au début du siècle suivant. Durant cette période, à l'exception du résidentiel unifamilial et quelques monuments, les toits en pente et en mansarde disparaissent au profit du toit plat à revêtement membrané. Les rangées de plex résidentiels qui forment la rue montréalaise typique à l'époque victorienne arborent désormais un couronnement sous forme de toit plat derrière une fausse mansarde. Rarement, cependant, on adopte l'idée du toit plat habitable. L'exemple fondateur en est l'édifice à point nommé Place Bonaventure, érigé lors du boom qui a précédé la tenue de l'exposition universelle en 1968. 4000 m² de jardin, piscine, restaurant couronnent ce bloc compact, une véritable ville tridimensionnelle intérieure avec rue commerciale, places et divers équipements. Au moment de son inauguration en 1967, la place Bonaventure était, avec ses 3 millions de pieds carrés d'espace de location, environ 300 000 m², le plus grand immeuble au monde, surclassant même le Empire State Building. Dans ce même esprit apparaissent à Montréal, avec les années 1970, des pratiques qui mettent en valeur le vivre la cinquième façade et exploitent ainsi le potentiel d'urbanité du paysage des toits. Les Montréalais s'installent sur les toits. Pour profiter du soleil et de la vue, on y érige des installations de fortune. À la manière des altanais de la vieille Venise, on perce le toit de l'étage supérieur pour installer des installations temporaires, souvent bricolées par l'occupant, puis éventuellement, on y conçoit des édicules déposés sur le toit. Ce sont des lieux de sociabilité et d'isolement où l'on s'installe pour prendre le repas, un bain de soleil ou pour regarder le ciel et les vues. Principalement à partir des années 1990, l'idée du jardin suspendu, imbriqué cette fois dans le volume d'un bâtiment ou encore celle d'une pièce extérieure, comme un véritable volume habitable sur le toit terrasse qu'a défendu Le Corbusier, sont reprises sous forme de dispositifs tels que la loggia, la terrasse ou le balcon couvert. Le nouveau millénaire apporte l'engouement pour le verdissement des toits, à Montréal comme ailleurs, et de rares installations cependant de captage d'énergie. Plus récemment, l'agriculture urbaine est pratiquée soit à l'échelle familiale, mais aussi commerciale avec distribution locale. La question du traitement des eaux de pluie et des îlots de chaleur urbaine demeure un défi à résoudre. Il y a d'autres collègues qui vous en parleront. Plusieurs présentateurs... Oui. À quoi qu'il en soit, l'adhésion au principe de l'architecture et de l'aménagement éco-responsable obéissent à des logiques volontaires, comme c'est le cas de la certification LEED, et non pas comme ici où il y a beaucoup de réglementations et de lois qui régissent ces actions. Cependant, à Montréal, de nouveaux instruments normatifs et réglementaires sont en train de prendre forme au sein des services de la Ville de Montréal, et mon collègue vous en parlera aussi. Face à cet état des lieux, à faire aussi pour Chicago et Paris dans notre recherche,
L'apport de celle-ci consiste tout d'abord à élargir le concept du toit à toute surface, qu'elle soit horizontale, verticale ou autrement, qui constitue l'interface entre le ciel et le bâti urbain. Vu comme un vaste collecteur d'énergie et d'éléments de la nature, considéré comme ressource utile pour imaginer de nouveaux rapports entre le paysage naturel et le bâti urbain, cette interface d'échange dynamique et active offre aussi le potentiel de densifier les villes existantes et d'envisager de nouvelles manières d'habiter, de soutenir les écosystèmes, de produire les aliments et l'énergie, et surtout de contribuer aux bonnes pratiques dans l'utilisation des ressources. À l'image de l'épiderme aérien de la Terre, nous introduisons le concept de l'épiderme aérien du bâti urbain. Logé dans un univers à référence aérienne, la 5e façade est élargie à l'étendue des toits et des surfaces surélevées au-dessus de la référence terrestre du sol. Sortant de son rôle traditionnel d'abri contre les intempéries, une sorte de bouclier protecteur, à l'image des toits pentus, où le rayonnement solaire, les précipitations, les vents et l'intrusion du végétal et de l'animal sont traités comme des nuisances au confort de l'occupant, ce paysage, pour nous, devient un vaste condensateur habitable ouvert au ciel. Ce territoire se présente alors comme une strate tridimensionnelle couronnant le bâti urbain. Repères historiques, les recherches projets de Buckminster Fuller, de Paolo Soleri ou encore de Richard Rogers illustrent ces deux modèles. D'une part, le toit de la ville vu comme un bouclier convexe, protecteur. D'autre part, une interface active, une sorte de strate concave, comprenant les surfaces exposées aux éléments situés au-dessus du domaine habituellement attribué au sol urbain. Yona Friedman, pour sa part, on l'a déjà vu, traita la part aérienne du bâti urbain telle une épaisseur habitable pour densifier les villes, une sorte de nappe multicouche. La strate de l'épiderme urbain dont nous proposons de traiter présente par ailleurs des variations locales, comme sa spatialité, ses caractéristiques microclimatiques, par exemple les qualités d'ensoleillement, d'exposition au vent, de dégagement visuel, de potentiel de densification et de superposition d'usages, etc. Configuration et typologie révéleront pour nous l'intérêt d'une approche éco-responsable en vue de saisir l'avenir de ce territoire vu d'en haut, conçu comme une entité paysagère à découvrir. Bien que la question de nouvelles occupations et des traitements des toits constitue une préoccupation naissante, sa relation à l'énergie et aux services écosystémiques demeure à explorer. En ce sens, l'hégémonie de la notion de performance énergétique est à revisiter au sein d'un schéma de pensée culturelle et sociale porteur de valeurs qui interpelle la place de l'épiderme aérien du bâti urbain dans des cycles écologiquement viables et régénératifs. Nous partons de l'idée que l'épiderme aérien détient un potentiel susceptible de faire émerger une nouvelle culture de l'énergie, tout en offrant des espaces qui proposent une qualité de vie et une qualité architecturale et paysagère où convergent la nature et l'habitat humain dense. Ce positionnement conceptuel nous permettra également de marier diverses approches disciplinaires qui opèrent actuellement en silo. L'intégration des connaissances et des savoir-faire pratiques entre les sciences et les disciplines de l'aménagement permettra de sortir du carcan instrumental qui semble prévaloir dans le traitement des toits. C'est la question que nous posons. La recherche a donc pour objet d'étudier ce territoire naissant et d'examiner le potentiel qu'il revêt pour participer à la transformation de l'espace urbain à l'aune des défis énergétiques et environnementaux contemporains. Il est proposé aussi d'examiner le substrat épistémologique de telles transformations et notamment le rôle de l'énergie en tant que catalyseur des mutations des critères associés à la qualité architecturale et au mode de vie urbaine. Et je trouve particulièrement intéressante l'exposition de Colin à ce propos.
Outre cette réflexion théorique, nous aborderons l'épiderme aérien aussi en projet, sous la forme de workshops, comme je l'ai dit, et d'ateliers mixtes dans les écoles d'architecture que nous représentons à Montréal, Chicago, à Paris. Donc, pour les étudiants, surveillez cela. Peut-être vous pourriez participer aussi à notre recherche de cette façon. Et ma propre contribution, donc, à cette recherche collective repose sur cette idée de inversion conceptuelle qui offre un éclairage original de la 5e facette urbaine, c'est-à-dire l'épiderme aérien vu comme une interface active, une sorte de condensateur habitable des éléments de la nature qui intègrent l'ensemble des problématiques écologiques, esthétiques, techniques et sociales pour une éthique énergétique du vivre en haut. Et je vous laisse sur une intéressante citation du doyen de The Graduate School of Design de Harvard, voilà, qui nous invite tous à utiliser le design pour réinventer la manière de vivre sur notre planète, plutôt que de utiliser nos talents et nos énergies à chercher à améliorer les solutions conventionnelles qui nous permettraient tout simplement de gaspiller encore plus d'énergie. Merci.